C'est parce que là, la YouTube Money, avec des sujets comme ça, c'est mort. C'est assez trash, bref, c'est humain. Ça, on s'est enfermé parce qu'on se disait on ne peut pas laisser les enfants sortir dans ces conditions. Comment ils sont foutus les poils polonais? Et on terminera sur un ton plus léger avec une histoire de fantôme de Gruyère. Bonjour et bienvenue à bord de l'Occident Express, une émission qui va vous transporter à travers l'Europe et vous faire découvrir ses richesses, ses mystères, sa beauté. Cette émission réunit un panel de chroniqueurs braves installés partout en Europe. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur les braves, n'hésitez pas à visiter le site www.lesbraves.org. Pour ce 5e voyage, l'Occident Express se transforme en train fantôme, puisque nous allons vous faire découvrir la face sombre de l'Europe. Quels sont ses secrets obscurs, ces légendes qu'on ose à peine chuchoter, ces cauchemars enfouis dans l'inconscient des Européens. Alors, en voiture, si vous l'osez, accrochez-vous à vos sièges et laissez-vous transporter. Notre équipage a enfilé ses plus beaux costumes d'Halloween. Je vois ici le comte Bogdan le Sanguinaire pour la Roumanie. Attention, dans l'ombre se cache le monstre du chalet, Lucius le Suisse. Voici encore le terrible Baba Frank Jaga de Pologne. Aucun n'est aussi terrifiant que l'affreux, sale et méchant Tito l'Italien. Ou si, peut-être, notre abominable homme des neiges, c'est Ubi, notre chroniqueur de Norvège. Et bien sûr, le fameux troll du Luxembourg, Apax, pour vous servir. Alors, messieurs, que s'est-il passé d'étrange dans vos contrées ces temps-ci? Et si on commençait par Franck? Eh ben, avec plaisir. Alors du coup, sur les dernières émissions, on a parlé de l'élection présidentielle en Pologne. Donc je vais vous donner des nouvelles du nouveau président, Karol Nawrocki, qui depuis donc a été intronisé officiellement donc le président du pays. Et donc le 6 août, il a eu une inauguration donc à Varsovie assez mémorable. J'y étais moi-même présent dans la foule avec mes enfants et ma femme pour voir un moment qui était quand même historique. Et depuis, du coup, il a régalé, on peut dire, son électorat, puisqu'il a vraiment tenu le cap et il la joue un petit peu à la Trump. Donc, pour vous dire, le jour de son élection, de son inauguration plutôt, donc ça s'est passé avec un discours au Parlement, hein, comme ça se fait habituellement. Les médias de gauche, les plus radicaux contre lui pendant sa campagne, étaient carrément interdits de rentrer dans l'enceinte du Parlement par ses gardes du corps. C'était déjà ça annonçait déjà un peu la couleur. Et juste après donc ce discours au Parlement, il est allé à la cathédrale pour une messe pour la patrie où il s'est recueilli donc devant l'évêque de Varsovie. Donc vraiment une grande journée, suivie 10 jours plus tard, donc 9 jours plus tard exactement, le 15 août, par un grand défilé militaire à Varsovie, où il a prononcé un discours historique très musclé sur l'histoire de la Pologne, les rivalités, on va dire, avec notamment l'Union soviétique et la Russie, et l'avenir, avec la volonté, le souhait d'une Pologne très forte au niveau européen et très forte dans l'OTAN. Il s'est montré très ferme sur tous les sujets, c'est-à-dire les sujets, bien sûr, de défense, les sujets migratoires. Aujourd'hui, il ne déçoit donc pas. Et la dernière chose en date, c'est effectivement il y a quelques jours où il a rappelé à Ursula von der Leyen qu'il n'appliquerait jamais le pacte migratoire et qu'il en assumerait toutes les conséquences. Il y aura des sanctions. Donc effectivement, il plaît à son électorat. Et donc la bonne nouvelle,
c'est que cet individu qui était complètement inconnu du grand public il y a un an, prof d'histoire, un historien assez peu connu, à part dans les milieux vraiment de droite, aujourd'hui est l'homme le plus populaire de Pologne, l'homme politique le plus populaire, avec une cote d'opinion positive de 58%. Donc aujourd'hui, il commence son mandat, qui va encore durer 5 ans, donc ça commence tout juste, mais c'est une très bonne nouvelle qu'un individu aussi déterminé et qui en tout cas assume tous ses engagements passés, donc qui n'a pas peur des promesses qu'il a pu faire, puisque jusqu'à aujourd'hui il s'y tient, alors donc au début, mais soit déjà directement aussi populaire et puisse vraiment mener la droite, je pense, en Pologne dans les années à venir. Il est législatif dans 2 ans et aujourd'hui tous les sondages laissent entrevoir une belle victoire des droites. Donc des bonnes nouvelles de Pologne suite à cette présidentielle dont on avait parlé ici même la dernière fois. Ok, merci beaucoup Franck. Bonjour. Bonjour. Oui, alors comme à peu près tous les Suisses en automne, donc j'ai la crève et j'ai une voix d'outre-tombe, mais pour le sujet de ce soir, eh bien c'est tant mieux. Alors pour la news de Suisse, tremblez, adorateurs des cartes bleues et des frais bancaires, tremblez, car la nouvelle fraîche Genève rend obligatoire la possibilité de payer en cash dans les cafés et les restaurants. Fini la phrase démoniaque. On peut payer que par carte ici, au bûcher. Désormais, à Genève, payer son café ou son gratin de cardon sauce béchamel en espèces, sans faire d'offrande à l'hydre bancaire, est devenu un droit. Et voilà. Monsieur, je comprends pas. Obligatoire le paiement en cash? C'est-à-dire que c'était pas obligatoire avant le paiement en cash? La possibilité de payer en cash doit pouvoir exister. C'est pas possible d'avoir un café ou restaurant qui dit chez nous c'est que par carte. Et l'Union européenne a précisément la volonté inverse. Le mot d'actu concerne également le cash d'une certaine manière. Allez, go Bogdan. Eh bien, l'actu du jour est légère dans le petit Paris des Balkans, à Bucarest, ou plutôt à Constanța, sur le grand port roumain sur la mer Noire, où le ridicule ne tue pas. La police et la douane roumaine ont réalisé un très gros coup qu'ils ont annoncé avec gloire. Il s'agit de la plus grande saisie de billets de contrefaçon. On parle de près d'1 milliard d'euros en coupures de 50, 100, 200 et 500 euros. Et oui, mais voilà, ces billets fort bien réalisés par ailleurs, portaient tous en rouge, en grand, l'inscription « Seulement pour la production cinématographique, copie ». Alors, je vous assure que la réaction en Roumanie a été la même que la vôtre. Ça a fait rire, mais tout le monde. Et donc, ainsi, la police roumaine fait du cinéma avec des billets pour le cinéma. D'accord. Donc, la police roumaine saisit des billets de Monopoly et de décors de cinéma et publie ça dans ses vraies saisies de contrefaçon. Okay. Et l'annonce triomphalement. C'est incroyable. Non, pour les billets de Monopoly, ils sont pas tombés dans le panneau quand même. Par contre, pour ceux du cinéma, c'est vrai que là... Il n'y a pas un policier qui parle anglais qui sait ce que ça veut dire. Ouais, c'est ça. Copie, ça veut dire enfant en roumain. Ils n'ont pas compris. Même, ce sera des billets pour les enfants. Je sais pas. Tu as raison, Lucius. Copie veut dire enfant en roumain. Excellent. Bravo la police roumaine. Bravo la police roumaine. J'espère qu'ils sont plus forts pour arrêter les clandestins que les billets de contrefaçon, parce que sinon, on n'est pas bien. Il y a une certaine efficacité de la part de la police roumaine pour reconduire aux frontières les immigrants dont le titre de séjour n'est plus valable. Ah, parfait, écoute, c'est déjà ça. Et bonsoir mes chers compagnons de voyage. Alors, qu'est-ce qui se passe en Norvège ? Je vais vous parler des élections qu'il y a eu chez moi. Voilà, c'est à mon tour de vous parler d'élections. Malheureusement, la gauche a gagné. Voilà, spoil alert. C'est pas chouette, mais ça s'est joué à assez peu. Et alors, ce qui est fort remarquable, c'est que dans la coalition de droite qui s'est formée, ce n'est pas le parti traditionnel, la droite, qui a été le parti principal de cette coalition. Non, c'est l'extrême droite libérale. Ils ont fait un score tout simplement monumental, ce qui présage donc de bonnes choses. Que ce soit économiquement ou sur l'immigration. Mais néanmoins, c'est le Parti des travailleurs
qui à gauche domine et qui a le pouvoir. Donc le Premier ministre a été reconduit. C'est un menteur maladif. Les gens s'en rendent compte. Il y a des articles là, qui sont sortis dans les journaux récemment, tellement c'était gros. Mais bon, néanmoins, ils l'ont choisi. Donc, que vous dire? On va serrer les fesses. Eh bien, au Luxembourg, sachez que les temps sont sombres, car la grande nouvelle du moment, c'est que le grand-duc est mort. Bon, enfin non, il est mort symboliquement, puisqu'en fait, au mois d'octobre, l'énorme news du Luxembourg, c'est que le grand-duc Henri a abdiqué en faveur de son fils Guillaume. Le Luxembourg est en effet une monarchie, son monarque n'est pas un roi mais un grand-duc chez nous, et ce sera désormais Guillaume V, 43 ans, qui sera le monarque officiel du Luxembourg. Il est d'ailleurs considéré par les légitimistes français comme 37e dans l'ordre de succession au trône de France. Il va falloir en couper des têtes pour que Guillaume devienne peut-être un jour le roi de France aussi. Mais est-ce que ça fait peur, ça? Est-ce que c'est vraiment dans le thème de la soirée? Moi, vous savez quoi? Je vais remettre tout ça, j'étais pas là, donc peut-être que tu l'as déjà dit, mais moi, je vais remettre un peu de mystère, un peu d'ésotérisme dans tout ça. Là. Je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux, il faut remettre l'église au milieu du village. Merci. Alors, laissez-moi vous parler de la statue pleurante de Civitavecchia. Celle-ci fut découverte en 1995, dans le Lazio, région de Rome. Je sais, 1995, on va y revenir. Et elle avait la particularité de pleurer du sang. Je sais que vous allez me dire que j'ai du mal avec la notion d'information récente, mais cette histoire continue de refaire régulièrement surface, que ce soit pour les histoires similaires, qui fleurissent énormément en Italie, que pour la révision des registres de l'Église au sujet des miracles présumés. Ce genre d'histoire est assez fréquente en Italie, mais la particularité de la Vierge de Civitavecchia est que le verdict du vrai ou du faux n'a pas été tranché. D'un côté, les scanners ont déterminé qu'aucun dispositif frauduleux n'avait été constaté, et de l'autre, le refus d'analyse sanguine comparative entre le sang des propriétaires de la statue et celui retrouvé sur cette dite statue a suscité la polémique. Mais jusqu'alors, il n'y a pas eu de point final, encore aujourd'hui, sur la dimension divine ou frauduleuse de cette Madonna. Et c'est peut-être mieux comme ça. Je profite de cette petite news pour vous proposer, si vous aimez l'ésotérisme et cette ambiance que moi j'affectionne particulièrement, de regarder la série Il Miracolo, une série italienne, ça me permet de voyager un petit peu, qui est très bien produite et une saison unique qui est de très bonne qualité et qui pourra approfondir un petit peu la news que je vous ai énoncée. Waouh, attends, que je comprenne bien, donc elle pleure du sang depuis 1995 et on n'a pas réussi à comprendre comment ou pourquoi. Alors, je ne pense pas qu'elle pleure du sang continuellement, mais qu'elle a pleuré du sang. Et en fait, la source de cette fuite, en fait, de fluide, parce qu'elle pleure du sang, mais il y en a d'autres qui peuvent... j'ai entendu qu'il y avait une vierge qui avait pleuré de l'huile parfumée, mais en fait, là, pour le coup, ça a été... la truffa a été découverte, la fraude, et donc ça, c'est passible de punition, parce qu'en fait, faire croire à un miracle alors que c'est une fraude, ben, c'est punissable. Donc, il y a pas mal de gens, soit qui en profitent, soit ce sont des gens de bonne foi, mais qui pensent à des miracles alors qu'il n'y en a pas. Néanmoins, c'est en Italie qu'il y en a beaucoup. Voilà, des vierges qui pleurent. Connaître la source de la larme, quel que soit le fluide. Ils peuvent pas faire un test ADN, parce qu'il y a eu crime, là, il y a une trace de sang. Oui, mais justement, c'est ce que j'avais dit dans ma news, c'est que d'un côté, en fait, la Vierge de Civitavecchia, si elle suscite encore étonnement, c'est qu'il n'y a pas de point final. Donc en fait, 1995, peut-être que maintenant, il y a des choses qui ont disparu, il y a des choses qui n'ont pas été faites parce que les progrès de l'ADN n'étaient peut-être pas aussi probants qu'aujourd'hui. Et les propriétaires, comme j'ai dit, avaient refusé le test ADN comparatif pour voir s'ils n'avaient pas rajouté eux-mêmes du sang sur la statue ou je ne sais quoi. Et en fait, rien que ça a dit... s'ils n'ont rien à se reprocher, ils devraient le faire. Mais bon, visiblement, la justice ou l'autorité ecclésiastique n'est pas allée aussi loin. Bien, il est temps maintenant d'explorer la face sombre de l'Europe. Nous allons vous révéler les secrets honteux et les abominables légendes qui se cachent derrière la lumière européenne.
Alors, j'ai deux sujets en un. On va commencer par la face sombre de la Suisse et on terminera sur un ton plus léger avec une histoire de fantôme de gruyère. Un fantôme de fromage. Lucius, je t'arrête tout de suite, on avait dit que c'était Halloween là. C'est pas un fantôme de fromage, c'est un fantôme de la région de Gruyère, voilà. Alors, les fameuses citrouilles de Gruyère. Ah, ça par contre, ça m'intéresse. Ça serait pas mal à manger, ça. oui. Mais avant, sachez que la Suisse a connu une pratique qui aujourd'hui glace le sang. Savez-vous que pendant des décennies, des milliers d'enfants et de jeunes adultes ont été arrachés à leurs parents, ont été enfermés dans des prisons ou des foyers disciplinaires, ou envoyés dans des familles d'accueil comme domestiques, sur simple décision administrative. Pas de procès, pas de jugement, pas d'avocat. Tout était légal. Pour quel motif, pour quelle faute? Alors, avoir mené une vie jugée dissolue, être enceinte hors mariage, avoir désobéi à ses parents ou simplement ne pas correspondre aux normes de l'époque. Dans de nombreuses familles d'accueil, ces jeunes travaillaient du matin au soir sans répit. Beaucoup d'enfants ont subi la faim, les coups, parfois des abus innommables. Ils n'avaient aucun droit, pas d'enfance, pas de liberté. On les appelle les Ferdingkinder en allemand, ou les enfants placés de force en Suisse romande. La plupart de ces enfants devenus adultes n'ont jamais osé en parler. Le silence, la honte et la douleur ont traversé plusieurs générations, jusqu'à ce qu'enfin, la Suisse reconnaisse cette injustice et qu'une loi mette un terme à cette pratique. En l'an de grâce, alors, 1830, 1835, 1850, qui dit mieux? 1981, mesdames et messieurs. Encore aujourd'hui, ce passé obscur de la Suisse reste présent dans l'ombre et déteint parfois sur le caractère moutonnier de la société, très normé, très légaliste. Mais les fantômes des révoltés hantent encore nos forêts, comme peut-être le fantôme de Maule. C'est pas Maule supermarché, hein, c'est Maule M-A-U-L-E-S. Vous pouvez chercher ça sur la carte, c'est en Gruyère. Alors qui est ce fantôme de Maule? Dans la forêt de Maule, au cœur de la Gruyère, un obscur être masqué marchait seul en hiver. Vêtu de camouflage, le corps lourd, sans parole, il errait lentement, spectre aux gestes frivoles. Son masque à gaz terni reflétant la lumière, ses yeux sont sans regard en vitre circulaire. Aucune voix, aucun cri, snobant tous ceux qui passent, mais la froideur s'installe lorsqu'il effleure l'espace. Les promeneurs tremblaient sur le chemin perdu, certains l'avaient bien vu, d'autres l'avaient entendu. Alors, qui est cet homme ou cette femme qui erre? Un criminel, un fou, ancien Ferdingkinder? Nul ne le sut jamais, car le suivant automne, on trouva sur la route, empilé sur le sol, son masque et son treillis, et un message énorme. Le monde m'a mal jugé, je pars, mangez vos normes. Depuis, quand la brume monte, parmi sapins et saules, on revoit le souvenir de ce loyon de Maule. Alors, vous pouvez chercher sur Google le loyon de Maule et vous pourrez trouver l'histoire complète et surtout le contenu exact de son message qui s'attaque aux médias et à tous ceux qui ont dit du mal de ce personnage, qui quand même était un peu flippant. Hein. Vous imaginez, vous marchez dans la forêt et il y a un personnage en treillis militaire avec un masque à gaz qui se balade là et qui ne parle à personne. C'est flippant, hein? Et l'histoire précédente des enfants des révoltés, là, c'est fou. Alors ça, c'est des vraies histoires. J'ai entendu des anciens, alors maintenant c'est la génération de nos arrière-grands-parents, là on est vraiment sur des gens qui sont presque centenaires, mais qui avaient entendu le domestique du voisin à qui on donnait pas de nourriture ou d'eau, et puis qui allait boire dans l'abreuvoir des bêtes. Et il y a des histoires comme ça, oui. Et c'est vraiment voilà, vous êtes de droite dans une université et le recteur et puis la mairie de la ville sont de gauche et vous dites un peu trop vos opinions, et ben sachez monsieur que cet asile est là pour vous faire du bien et puis qu'on a une chambre toute blanche, toute propre faite pour vous et vous allez gentiment nous suivre et puis quand ça ira mieux dans 6 mois, on va vous mettre ouvert dans un alpage faire porteur d'eau, voilà. Et il y a eu depuis les années 1800 jusqu'à, bon, pas 1980, à partir des années 50-60, ça s'est un peu tassé, mais c'est seulement en 81 du siècle dernier que la loi a été faite pour vraiment empêcher cette pratique. Donc c'est vraiment très récent encore. Merci à toi, Lucius, le monstre du chalet.
ou plutôt devrais-je dire le monstre du Valais. Ça joue le chalet, ou bien. Est-ce que le comte Bogdan le Sanguinaire a quelque chose à nous dire sur la face sombre, face cachée de la Roumanie? Bien sûr, début novembre, tout le monde fête Halloween, mais pas en Roumanie. On ne fête pas la Toussaint non plus d'ailleurs. On célèbre Ziua Mortsilor, le jour des morts. Alors c'est l'occasion principale, mais parmi 20 fêtes religieuses au cours de l'année, de célébrer ses défunts. La tradition, c'est de rendre hommage à la personne disparue en allant, après la messe naturellement, passer un bon moment en famille à ses côtés, de fleurir et d'illuminer sa tombe. Mais il n'est pas rare, en tout cas dans certaines régions, d'amener avec soi le barbecue, la musique, le vin, dans le cimetière, et de célébrer autour de son défunt. Les Roumains ne ratent jamais une occasion de danser, de manger, de boire. Alors ne croyez pas que ce soit une marque d'irrespect, les Roumains sont très pieux, et vous allez voir combien c'est le cas de le dire. Alors pour compléter rapidement le tableau des traditions catholiques orthodoxes, je vous raconte en vitesse comment se déroule un enterrement et j'en aurai terminé avec les bondieuseries. Lorsque survient la mort d'un proche, il est veillé à domicile pendant 3 jours. Pour lui rendre hommage et peut-être pour s'assurer qu'il soit bien mort. Les Roumains semblent avoir peur de son retour. C'est pourquoi la tradition veut qu'on aille enterrer des gousses d'ail au pied de la croix surplombant sa tombe 3 jours après son enterrement et en profiter pour voir si la tombe est intacte. Vous le sentez venir, le côté creepy? Allez, on plonge. Un peu, oui. Le côté Dracula, j'ai envie de dire. Vampire, aïe, on est en plein dedans. On plonge dans les traditions et superstitions roumaines qui culminent toujours en novembre, mais à la fin novembre, le 29, c'est le soir de Noapte Strigoilor. Littéralement, la nuit des hurleurs, mais qu'on traduit plus volontiers par la nuit des morts-vivants. Ce soir-là, dans les fermes, on rentre toutes les bêtes à l'étable, on vide la cour de tout ce qui traîne, on ferme toutes les portes, on suspend des tresses d'ail à toutes les portes, les fenêtres et même le conduit de cheminée, et on s'enduit la peau ainsi que le cuir des bêtes d'ail. Alors ces précautions datent des Saturnales romaines ou des Dionysia Thraces et correspondent sans doute à l'arrivée de l'hiver et donc de la faim dans les meutes de loups qui s'approchent des habitats pour chasser. Mais ça correspond aussi à l'ouverture des portes entre les deux mondes et des morts qui reviennent dans les demeures pour chercher un nouveau corps. Il faut dire que de nombreux témoignages documentés au travers des siècles attestent de bêtes et aussi d'humains vidés de leur sang lors de cette nuit, d'objets lourds déplacés, de réserves pillées et de comportements erratiques et bouleversés de personnes qui sont comme possédées par l'esprit des morts vivants. Ah, je vous entends, vous pensez que ce ne sont que des légendes, mais que dire de ce que rapporte l'émissaire de l'archiduc en 1738, qui parle d'un cadavre enterré depuis 9 semaines et retrouvé le lendemain de cette fameuse nuit dans sa tombe ouverte, en parfait état, encore chaud et avec un grand filet de sang frais coulant de sa bouche. Effrayé, c'est le grand émissaire lui-même qui décida de lui couper la tête et brûler son corps. De même, en 1854, un enfant décédé avant son baptême est venu dans la nuit terroriser sa mère. Le lendemain matin, la foule villageoise fit une découverte analogue, c'est-à-dire la tombe ouverte. Ils sortirent le petit corps et plantèrent un pieu dans le cœur du nourrisson, avant de replacer le cercueil à l'envers pour éviter qu'il ne s'échappe de nouveau. Et je pourrais vous citer tant d'autres histoires concernant des personnages ayant, on va le dire, plus ou moins raté leur vie ou étant passés à côté, des personnes qui ne sont pas mariées, qui n'ont pas eu d'enfants. Vous savez, cette vieille femme au fond du village, tout au bout du village qu'on appelle la sorcière, dont la mort est ratée également et qu'on retrouve parfois allongée sur le ventre dans leur cercueil, toujours bien conservé et toujours avec un filet de sang aux commissures des lèvres. Alors, leur sort est finalement systématiquement réglé de la même manière pour qu'ils cessent de terroriser les vivants, un pieu dans le cœur ou celui-ci arraché et brûlé. Allez, une dernière histoire, récente, très récente, elle date de 2004 et pour le coup elle est très documentée. 2 voisins se querellent pour un bout de terrain dans un village et ils se maudissent l'un l'autre. Le lendemain, l'un meurt subitement et lors de cette fameuse nuit,
Il vient hanter la maison de son voisin et lance un sort pour dévitaliser sa femme. Celle-ci se meurt et son mari, accompagné de 5 amis, déterre le cadavre, qu'il découvre évidemment en parfaite condition. Il lui ouvre la poitrine pour lui arracher le cœur. Le cœur est réduit en cendres et ces cendres mélangées à une tisane qu'ils font boire à la malheureuse femme mourante. Le lendemain, elle commence à se remettre sur pied. Alors, l'homme écopa de 6 mois avec sursis et 500 € d'amende. Preuve d'une forme de compréhension du juré. Alors, les Roumains sont-ils pieux? Oui. Belle conclusion, mon cher Bogdan. Merci d'avoir terminé sur une pointe d'humour parce que j'étais en train de me décomposer sur mon siège. C'est flippant. Ouais. J'ai une question. Est-ce que cette émission est sponsorisée? Parce que là, la YouTube Money, avec des sujets comme ça, c'est mort. Mais c'est marrant, moi, j'ai toujours entendu dire que le mot croque-mort, ça venait du fait que ceux qui voulaient voir que si les gens étaient vraiment morts, ils leur croquaient un orteil, par exemple, pour voir s'ils criaient, que ce soit pour aller au bout de la fraude, à quoi que ce soit, ou un héritage, ou je ne sais quoi. Il y a eu juste pour voir s'ils étaient morts. Ou simplement pour s'assurer que la personne soit effectivement morte, parce que il arrive assez régulièrement quand on veut faire de la place dans un caveau, de sortir donc les cercueils et les corps, et de trouver des cercueils griffés, et donc avec des personnes qui ont été enterrées vivantes, qui étaient dans un état comateux et qui ont été enterrées vivantes. C'est arrivé, je pense que c'est plus le cas aujourd'hui, mais plus souvent que de raison, sans doute. Dans certains cas même, il y avait, je sais plus, il me semble que c'est même peut-être en Europe de l'Est où il y avait même des petites clochettes à côté qui reliaient à une corde qui était directement mise dans le cercueil pour si de maladresse, une erreur aussi terrible que celle-là arrivait, ils pouvaient s'en sortir. Mon Dieu. J'ai déjà. Imagine s'entendre la clochette, quoi. Franchement. Donc toi, Bogdan, est-ce que tu suspends une gousse d'ail à ta porte le 29 novembre? Non, mais j'adore l'ail et j'en ai toujours à la porte de ma cuisine. Voilà, okay. Je supporte pas le fait de le laisser dehors sans s'en servir. Ok, merci Bogdan. J'ai plus très envie de passer à la suite. Je vais pas réussir à dormir cette nuit, mais tout de même, je vais demander à Franck, a.k.a. Baba Yaga de Pologne, de nous décrypter un peu la face obscure, le côté obscur de la Pologne. Alors je vais vous parler d'une face sombre de la Pologne qui est bien connue, mais pas en détail. Il s'agit effectivement du ciel sombre en hiver et de la pollution atmosphérique, qui est un facteur de mort en Pologne considérable. Il y aurait 45 000 personnes en décéderaient chaque année. Donc on parle ici d'une pollution extrême qui n'a, je pense, pas beaucoup d'équivalent ailleurs en Europe. Et effectivement, ça se prête bien à Halloween, parce que vous avez effectivement des rues qui sont à partir de novembre jusqu'à février dans les grandes villes, mais aussi à la campagne, des paysages qui sont vraiment apocalyptiques, avec une brume permanente, des brouillards. Alors déjà qu'il n'y a pas beaucoup de lumière en hiver en Pologne, ça donne une ambiance très glauque, et bien évidemment, il y a un danger pour la santé et pour la vie des gens. Donc pourquoi en fait vous avez cette pollution? Parce que on pourrait penser, dans les médias occidentaux, souvent on parle de problème des centrales électriques à base de charbon en Pologne. On sait effectivement aujourd'hui la Pologne produit 70% de son électricité avec du charbon, mais bizarrement ces centrales polluent assez peu parce qu'elles ont des filtres, des méga filtres qui permettent d'enlever donc toutes les particules. Le gros problème reste en fait les chaudières individuelles anciennes. Et alors là, en Pologne, pourtant c'est un pays qui se développe bien, on en a parlé nombreuses reprises. C'est un pays qui bouge beaucoup ces dernières années, qui va vers la modernité. Mais alors sur la question du chauffage, c'est quelque chose d'incroyable. On se croirait quasiment dans le tiers-monde. Aujourd'hui, le gros problème, c'est que les gens qui ont des maisons individuelles se chauffent avec des vieux poêles où ils brûlent toutes sortes de choses en hiver, notamment des déchets plastiques, des bouteilles, des pneus, des meubles qui sont découpés. Et là, je ne parle pas de choses marginales, c'est quelque chose qui est même commun,
y compris auprès de gens éduqués. Alors, ça l'est de moins en moins, heureusement, hein, les jeunes générations ont tendance à changer ça, mais je connais moi-même des parents d'amis, des gens tout à fait éduqués, qui ont une belle maison, etc., qui, en hiver, vont prendre un sac de déchets, le balancer dans le poêle à bois. Et donc, le problème derrière, c'est que vous avez une pollution atmosphérique donc considérable. Alors, outre le fait que ça noircisse, on va dire, ça crée cette obscurité ambiante. Vous avez aussi un danger donc pour la santé. Et là, on parle de normes, on va dire, en termes de particules fines qui sont 4 fois au-delà de celles de l'OMS en moyenne. Et là, ce que vous voyez sur l'image, c'est du quotidien, c'est mon quotidien, malheureusement, l'hiver en Pologne. L'hiver dernier, on était au-delà, dans la ville où j'habite, de villes comme Delhi ou Pékin au moment du Nouvel An. Donc c'est effectivement un vrai problème. Aujourd'hui, il n'y a pas d'issue rapide à ça. Les choses changent petit à petit. Je sais que c'est un problème qui dissuade même beaucoup de gens de visiter la Pologne en hiver, parce que c'est un véritable problème, qui est aussi dû au climat, donc on ne peut pas le changer rapidement. C'est que les hivers polonais sont très rigoureux et très secs. Et le problème, c'est que sans pluie, du coup, les particules stagnent dans l'atmosphère. C'est aussi des hivers où il y a peu de vent. Et du fait que le vent ne permet pas de les balayer, elles restent sur place et s'accumulent. Et donc, vous avez donc des particules fines en suspension dans l'air de partout, des dioxines et autres produits toxiques dangereux. Et du coup, tous ces produits vous arrivent en plein dans la figure. Et donc, la seule solution pour s'en protéger, c'est soit de porter un masque en extérieur, donc qui n'est quand même pas la joie, soit de dépolluer les intérieurs. Donc, c'est vraiment digne d'un film d'horreur quand on y pense. Et certains parlent d'airpocalypse en hiver. Et donc là, ce que vous voyez, c'est le poêle au charbon typique que les gens utilisent. Et ce charbon, bizarrement, est subventionné par l'État, donc disponible à prix très bas. Donc c'est vraiment un vrai problème. J'en ai fait l'expérience moi-même, qui est des jeunes enfants. Ils n'ont pas de problème de santé, on va dire, qui sont visibles, mais effectivement, ils sont souvent enrhumés l'hiver. Je sens qu'ils puissent avoir des problèmes respiratoires qui peuvent être liés à ça. Les choses évoluent, on change les chaudières, le gouvernement subventionne pour que les gens arrêtent d'utiliser le charbon. On subventionne là pour le coup des changements de chaudière avec des nouveaux systèmes, avec des filtres, etc. Et que les gens passent sur des granulés de bois et autres, mais ça prend des décennies et ça n'est pas la priorité d'aucun parti politique aujourd'hui en Pologne, donc il n'y a pas vraiment de mobilisation autour de ça. Et donc il faut prévoir que dans les années à venir, encore beaucoup de gens mourront malheureusement de ce problème-là. Et pour ma part, j'ai chez moi installé, alors j'ai une photo qui est prise d'ailleurs dans mon salon qui l'illustre, des petits systèmes comme ça dans chacune des pièces. Donc ça, c'est une technologie chinoise, parce que les Chinois sont habitués à ce problème de chaos atmosphérique. Et c'est des systèmes qui absorbent en fait toutes les particules fines en suspension dans l'air et qui purifient votre air intérieur. Et donc on retrouve ces choses dans les écoles, dans beaucoup d'endroits, dans les bureaux. C'est assez commun. Et malheureusement, on est obligé d'en passer par là. Donc c'est vraiment la face sombre du pays, parce que pour le coup, là, c'est un problème majeur auquel il n'y a pas de solution et qui va encore durer probablement quelques décennies, donc avec lequel les générations actuelles devront vivre et qui cause beaucoup, beaucoup de morts chaque année. 45 000 morts par an. Oui, ça a l'air ahurissant. Et ce qui est terrible, c'est que personne s'en préoccupe en Pologne. Enfin, en tout cas, le gouvernement, que ce soit n'importe quel parti, il n'y a pas de... Alors, je suis pas écologiste moi-même, loin de là, en tout cas dans le contexte français. Mais là, pour le coup, il y aurait quand même des choses à faire. Et il semble que vraiment personne ne s'en préoccupe. Il n'y a même pas de parti écologiste ou autre en Pologne, alors que ça a quand même des conséquences terribles. Mais là, rien à voir avec l'écologisme idéologique. Là, c'est clairement un problème de santé publique, comme tu l'as dit. Je pensais pas que c'était à ce point-là. On n'en entend jamais parler, pour le coup. Ouais, c'est le record en Union européenne. Il n'y a aucun pays qui est à ce niveau-là. Ouais, j'ai pas ressenti ça en Hongrie, par exemple. J'ai un peu ressenti ça quand j'étais une fois à Kiev en hiver, avant la guerre, bien sûr, où il y avait aussi le phénomène, mais qui est aussi lié au fait qu'ils brûlent les feuilles mortes dans les jardins. Parce que en fait, toutes les combustions, alors moi je connaissais pas le sujet au préalable, mais effectivement, quand je me penche dessus, chaque fois que vous brûlez quelque chose, en fait, donc il y a des particules qui se dissipent dans l'air. Alors les pires, bien sûr, c'est tout ce qui est à base de plastique, de produits chimiques, les peintures, les choses comme ça. Mais effectivement, vous avez, même en brûlant des feuilles mortes, même en brûlant des branches, ça vous crée des particules. Alors quand vous le faites de façon massive et que tout le monde le fait en même temps, et qu'en plus il n'y a pas de vent et qu'il n'y a pas de pluie, du coup ça stagne autour de vous et vous êtes vraiment pris dedans.
Est-ce que ça fonctionne vraiment, les petits appareils chinois là que tu nous montres, les purificateurs d'air? Est-ce qu'il y a eu des mesures qui ont été prises? Est-ce que tu sens une différence vraiment à l'intérieur de ton appartement? Oui, ça fonctionne vraiment. Tu as des capteurs en fait laser qui sont à l'intérieur, donc qui mesurent en fait la pollution en temps réel. Et je le vois par exemple si je cuis un steak, tu vois, à la poêle, tout de suite le niveau en fait de pollution va augmenter dans la pièce. Après quelques minutes, vu que le système va se mettre à tourner à pleine allure, le niveau va diminuer. Je l'ai pas fait moi-même, mais j'ai des amis qui ont des systèmes de détection, des trucs très perfectionnés pour détecter en fait des petits systèmes qu'on tient en main en fait comme un smartphone qui permet de détecter en temps réel en fait la pollution dans un endroit, dans un lieu. Et effectivement, à côté d'un purificateur, tu as une réduction qui se fait rapidement. En fait, c'est des filtres à charbon qui capturent en fait toutes les particules et qu'il faudrait remplacer à peu près tous les 6 mois. Et pour le coup, les Chinois étant totalement aussi baignants là-dedans, ils se sont adaptés avec cette technologie-là. Eh ben, ça fait flipper pour de vrai, là, pour le coup. Ouais, là, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, on parle pas parce que là, ça fait vraiment peur, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est un vrai souci. C'est-à-dire que moi, maintenant, j'en suis à regarder, tu sais, sur des applications spécialisées les niveaux de pollution tous les jours pour adapter, en fait, le programme aussi à ça. Et c'est vrai que l'hiver dernier, au moment du Nouvel An, il y a eu pendant quelques jours une situation extrême où la ville où j'habite était une des plus polluées au monde, hein, devant des villes indiennes ou chinoises, et on voyait rien par les fenêtres. En fait, même l'immeuble en face était à peine visible à travers la brume. Et du coup, on s'est enfermé parce qu'on se disait on peut pas laisser les enfants sortir dans ces conditions. Et où aller, parce que il aurait fallu rouler 300 km pour échapper à ça. Puisque même la Tchéquie, moi j'habite pas loin de la frontière tchèque, avait à ce moment-là à peu près le même problème. Donc c'est un problème vraiment répandu dans cette zone, mais la Pologne est vraiment au cœur de ce problème-là. Ok, merci, bon courage, vive le nucléaire. Il y a 2 projets de centrale en cours, hein. On a hâte que ça soit terminé, mais ça prend trop de temps. Est-ce que l'affreux, sale et méchant Tito l'italien a quelque chose à nous révéler sur la face cachée de l'Italie? Il brutto, sporco et cattivo italiano a quelque chose à vous dire, ou à vous raconter, plus précisément. Laissez-moi vous parler du prince de San Severo, il principe di San Severo, en italien. D'abord, j'ai envie de faire une petite préface, un petit préambule, en parlant simplement de ma femme, déjà, que j'aime, et qui est napolitaine. C'est une précision à donner, car la dernière fois, je me rappelle, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai renversé un verre de vin. Et immédiatement, elle a plongé ses doigts dans l'alcool fraîchement tombé pour ramener ses doigts vers le cou. Et ça, c'est pour se protéger du mauvais sort. Ensuite, il y a aussi pas mal de traditions, comme se jeter du sel derrière le dos quand on pense que quelqu'un nous veut du mal, ou porter la petite corne rouge typique de Naples, il corno, pour se protéger du mauvais sort et avoir bonne fortune. C'est un peu placé superstitieux, Naples, et ça me dirige naturellement vers cette partie de l'Italie, pour vous parler de là où notre personnage du soir, mon sujet du soir, est originaire. Raimondo di Sangro, né en 1710, né à Torremaggiore, dans les Pouilles, une famille noble de Naples liée à la cour des Bourbons, reçoit très jeune une solide formation en mathématiques, chimie, lettres classiques et autres. C'est déjà à ce moment-là qu'il se passionne pour les sciences, les arts et les expériences même mystérieuses qui repoussent très souvent les limites entre sciences classiques et surnaturelles. On lui donnera d'ailleurs une réputation de savant maudit ou même de nécromancien pour les plus téméraires. Son statut de noble lui permet également de s'octroyer toutes les libertés qui auraient été impossibles pour le bas peuple, ce qui renforce encore plus son aura mystérieuse. Au cœur de Naples d'ailleurs, la Vias Francesco de Sanctis, se trouve la Cappella San Severino, lieu ouvert au public qui rassemble un panel d'artistes napolitains, mais soumis aux propres thèmes et exigences du prince, qui leur imposait ses symboliques ésotériques. L'œuvre la plus connue reste sans nul doute Il Cristo Velato, le Christ voilé, sculpté par Giuseppe San Martino en 1753, d'après la commande du prince. Cette statue représente le Christ mort recouvert d'un voile. La sculpture est si fine qu'on la croirait vraie. La légende raconte que le prince aurait trouvé la formule chimique pour transformer le tissu en marbre, et dont il aurait emporté le secret dans sa tombe. Malgré les outils de scanner qui ont démontré que la sculpture était issue d'un seul et même bloc, sa technique extraordinaire reste un mystère.
Il mène des recherches exceptionnelles pour son époque, comme l'imprimerie colorée, avec un système d'impression et encre indélébile, un tissu imperméable qui ne se mouille pas, du sang artificiel ou chair flexible, une substance qui imite le tissu humain, une machine hydraulique, secrète, dans sa chapelle, comme certaines statues qui pouvaient pleurer et même se mouvoir grâce à des mécanismes internes. Elles ont disparu aujourd'hui. Mais le plus sordide se produit lorsque le prince se met en tête de manipuler les corps pour les réanimer et même les ressusciter. Dans les sous-sols, le prince se serait mis à ausculter des cadavres de domestiques, plus tard portés disparus, dans le but d'approfondir ses recherches sur la vie et la mort. Il aurait cherché à fixer l'âme dans la matière, ou même à réveiller les tissus morts, à l'aide de mélanges chimiques, de métaux, d'acides, de sels et de sang. On le mentionne à cette époque comme étant un homme de science poussé jusqu'à la folie divine, après la rumeur comme quoi il aurait réussi à ressusciter partiellement un cadavre, et que celui-ci aurait bougé. Un autre mystère alimente la légende du prince, celui des machines anatomiques, les squelettes vivants. Il s'agit de 2 corps, un homme et une femme, dont le système circulaire complet semble avoir été comme métallisé. On raconte que le prince aurait inoculé dans leurs veines une substance métallique, cristallisant les veines et les artères. Encore une fois, les outils modernes ont démontré que le réseau veineux était constitué de fils de fer, de cire d'abeille ainsi que de colorants rouges, rendant l'illusion saisissante. C'est presque le plus intéressant dans cette histoire. Même si l'assemblage est de fils de fer et non de métal liquide, la précision anatomique du placement de ces fils est absolument stupéfiante pour l'époque. Et il a fallu attendre presque 3 siècles pour en avoir le cœur net. Finalement, au crépuscule de son existence, et sentant la mort proche, le prince ordonna la destruction de ses manuscrits. Le mystère qui entoure le prince reste entier, et personne ne peut vraiment démêler le vrai du faux. N'est-ce pas le plus beau de ne pas savoir? Le prince était-il un homme possédé? Un nécromancien qui effectuait des expériences pour ressusciter les cadavres de serviteurs portés disparus? Ou faisait-il partie de ces génies qui n'ont eu de cesse que de repousser les limites du possible pour trouver le secret, si ce n'est de la vie éternelle ou de la résurrection, du prolongement de la vie? Qu'est-ce qui l'a poussé à entreprendre ce but que l'on pense inatteignable? La volonté de pouvoir défier Dieu? La folie d'un homme obsédé par le malin? Ou l'amour d'un orphelin de mère à 1 an, et dont la douleur aurait été si terrible pour le prince que celle-ci l'aurait poussé à percer le secret pour la revoir? Tant de questions qui restent en suspens. On raconte que son corps, à sa mort, aurait brûlé spontanément, ne laissant apparaître qu'une cape noire, signe qu'il était possédé par le malin. Certains disent qu'il vit encore après avoir découvert un élixir de vie. Même le marquis de Sade, après une visite à Naples, aurait même écrit qu'on lui avait parlé d'un homme qui avait voulu défier Dieu et qui en fut puni. Tant de questions qui resteront sans réponse et qui continuent d'alimenter encore aujourd'hui la légende du prince de San Severo. Rappelle-moi à quelle époque c'était? Alors, 18e siècle. Il est né en 1701, il est mort en 1771. Non, 1710, excuse-moi. Il est mort en 1771. Ok. Et alors, dis-moi plus sur la possibilité que Dracula soit enterré à Naples, parce que on ne sait pas, en Roumanie, on ne sait pas où il est. Selon une théorie controversée, la tombe de Vlad III l'Empaleur, qui a inspiré le personnage de Dracula, se trouverait dans le cloître de l'église de Santa Maria la Nova à Naples. Après, bon, comme toutes ces histoires, c'est ce qui est intéressant, parce que, enfin, je veux dire, des histoires sordides, il y en a dans tous les pays, et je pense que voilà, on aurait facilité de trouver des histoires vraiment sordides et hardcore même, mais j'aime bien me mettre un petit peu dans l'état d'esprit des gens de l'époque. Cet homme, il avait tout pour pouvoir assouvir ses passions, et il avait la noblesse, donc en fait, il pouvait se permettre d'exprimer toutes ses volontés. Et en fait, qu'est-ce qui le différencie réellement d'un Elon Musk aujourd'hui qui voudrait aller sur Mars et qu'on prend un peu pour un dingue, même si aujourd'hui on est plus ouvert, bien sûr. Mais cet homme-là, en fait, il va savoir ce qui l'a poussé à faire ça. Évidemment, l'Église qui était très très présente à cette époque-là a vite fait et a raison. Quelqu'un qui voudrait défier Dieu, bah, c'est inadmissible et ça fait peur. La population qui vit évidemment que par les textes religieux aussi, mais ça a vraiment nourri une légende assez énorme et qu'en plus on peut visiter aujourd'hui. J'en profite pour dire que Naples est vraiment
vraiment une chouette ville, en tout cas pour cela. Il y a beaucoup d'effervescence, il y a beaucoup de bordel, on va dire. Mais c'est une atmosphère toute particulière, cette ville. On mange bien, les gens sont gentils, ça fourmille de partout. Et en plus de ça, il y a des endroits assez exceptionnels comme celui-ci, et qui sont remplis d'histoire. Oui, il est incroyable ce gars, puis il a pas mal réussi sa reconversion comme chanteur en France ces derniers temps. Je trouve qu'il a eu un bon petit succès. Ouais, c'est un manouche, mais bon, c'est pas mal. Voilà, il a pris une guitare et on parle de San Severino. oui, merci. Est-ce que notre terrible homme des neiges norvégien veut nous faire part d'une tradition ou d'un moment obscur qui concerne la Norvège? Ah, la Norvège, cette terre de montagne, ces fjords emplis de harengs et autres merveilleux poissons, et ce pays d'expérience sociale un brin ambitieuse. Savez-vous, alors vous me direz laquelle de ces histoires est la plus sombre? Ok, l'histoire de Lucius est pas mal placée sur le podium. Mais je pense que celle-là est pas des plus joyeuses. Au siècle dernier, le royaume a cru bon de vouloir améliorer son peuple. Qui lui en voudrait, n'est-ce pas? Améliorer, c'est positif. Oui. Avec une bonne éducation, des vitamines, du ski de fond. Mais, en ce temps-là, c'est l'eugénisme. Alors attention, pas l'eugénisme positif, qui est, comme son nom le dit, positif, mais l'eugénisme négatif. Alors, cette petite nuance, qu'est-ce qu'elle signifie? Elle signifie non pas améliorer les gens pour qu'ils deviennent meilleurs, comme l'eugénisme positif, mais plutôt se débarrasser des gens dégénérés. Voilà. Plus de détails? Ok. Alors, dès les années 1930, une loi a autorisé la stérilisation des inaptes à la société. Alors, cela visait les fous, les faibles d'esprit, les alcooliques et parfois même les femmes un petit peu trop légères, frivoles. Tout cela, bien sûr, dans un esprit, comment dire, assez bienveillant. C'est pour le bien qu'on fait ça, n'est-ce pas? L'administration sérieuse, comme les Norvégiens savent être sérieux, notez consciencieusement les noms, cochez les cases. La loi, figurez-vous, a duré jusqu'en 1977. Donc pendant que dans certains pays, on écoutait les Bee Gees qui chantaient Staying Alive, eh bien, certains Norvégiens, eux, perdaient ce droit que de se perpétrer et donc vivre dans l'éternité des temps à venir. Voilà. Et donc, les Samis et puis pour simplifier, on va dire, les Tziganes ont été parmi les plus touchés. Cette stérilisation était bien souvent volontaire, voilà, à la demande de l'intéressé. Une personne qui jugeait que la vie serait mieux ainsi, elle reconnaissait qu'elle n'était pas la meilleure, la plus apte à développer le monde futur. Ça peut faire un petit peu écho à certains discours d'aujourd'hui qui nous parlent d'un monde sombre, etc., et d'un choix de ne pas faire d'enfants. À vous de voir. L'eugénisme négatif a-t-il vraiment disparu? Il y avait aussi la stérilisation sans consentement pour des personnes jugées vraiment dépravées ou asociales ou des fous, quoi. Voilà. Mais majoritairement, c'était volontaire. Les cas forcés sont assez peu reconnus comme forcés, en tout cas. Après la Seconde Guerre mondiale, l'eugénisme négatif en a pris un coup. Et à partir de là,
la part des stérilisations a glissé vraiment vers uniquement le volontaire. Mais la possibilité sans consentement est restée en droit jusqu'au remplacement du cadre par la loi de 1977 et qui donc met l'accent sur le consentement, tout en gardant des exceptions très encadrées pour incapacité. Aujourd'hui, enfin en 2018, le pays a reconnu tout cela et a ainsi présenté ses excuses et tente par là de soigner sa réputation de paradis nordique. Je vais vous raconter maintenant quelque chose de terrible au sujet du Luxembourg. Mais pour ça, imaginez, vous êtes invité par un ami à un dîner en ville, vous connaissez peu de monde, l'ambiance est bonne, le vin est bon, tout se passe bien, quand votre voisin de table se tourne vers vous avec un grand sourire et vous demande « Et toi, au fait, t'habites où ?» Un peu grisé par l'alcool, j'oublie de mentir et je réponds « Ah, au Luxembourg, depuis plus de 10 ans. » Tout à coup, le silence tombe et un souffle de vent glacial éteint les bougies. Les sourires se figent et se transforment en masques grimaçants. J'avais oublié qu'on était en France et que 90% des gens sont des gauchistes. Erreur fatale. La maîtresse de maison hurle « Au Luxembourg ? Mais c'est un paradis fiscal, ça. Tu y habites depuis longtemps ? Ça veut dire que tu condamnes pas. Mais même, ça veut dire que t'es complice. Et en fait, t'es responsable du vol de l'argent des Français. » Ça, c'est vraiment Halloween, pour le coup. Ouais. Mon voisin de table attrape sa fourchette, un autre saisit le couteau à pain. Dans un coin, une femme se met à sangloter. Et j'entends la foule crier « Voleur, assassin, facho !» C'est généralement à ce moment du cauchemar que je me réveille. Mais c'est une histoire presque vraie, hein, parce que je ne compte plus les fois où on m'a reproché d'habiter dans un paradis fiscal. C'est vrai, je vous assure. C'est pourquoi j'aimerais en profiter pour débunker un tout petit peu ce fantasme. Un paradis fiscal, c'est quand les gens ou les entreprises viennent cacher leur argent pour ne pas payer d'impôts dans leur pays d'origine. Donc pour les gens, les individus, je rectifie quelques idées méconnues. Il faut savoir déjà que les impôts sont quasiment équivalents en France et au Luxembourg pour les salariés, et les cotisations sociales sont quasiment identiques. Donc la première idée reçue que je balaye, c'est que le Luxembourg, c'est pas le paradis pour les employés ou pour les indépendants. Pour les grosses fortunes, il y a plus de secrets bancaires au Luxembourg depuis plus de 10 ans déjà. Sur les 6500 milliards à peu près d'actifs en gestion sur la place financière luxembourgeoise, seulement 100 milliards sont détenus par des Français. La dette française, pour comparer, c'est 200 milliards de plus rien qu'en 2024. Donc c'est pas les quelques milliards planqués par les riches français au Luxembourg qui appauvrissent ou qui vont sauver le pays. Et pour les entreprises, d'après l'OCDE, le taux d'impôt effectif sur les entreprises est au Luxembourg de 23% et en France de 25%. Et c'est pour tous les deux supérieur à la moyenne européenne. Par exemple, je crois qu'en Pologne, c'est aux alentours de 15%, 16% en Roumanie, les impôts sur les sociétés. Donc, personne n'accuse la Pologne d'être un paradis fiscal. Le dernier point, donc, c'est au sujet des rescrits fiscaux. Donc, c'est en fait des deals que les sociétés peuvent passer discrètement avec l'administration pour obtenir des rabais. C'est ce qui a donné lieu au fameux LuxLeaks des années 2015-2016. Là aussi, un seul chiffre pour comparer. En 2023, au Luxembourg, il y a eu environ 1000 rescrits fiscaux accordés pour un montant d'environ 1 milliard. Pour comparer, en France, en 2023, il y en a eu plus de 22 000. Donc, voilà, où est le paradis, où est l'enfer fiscal, je ne sais pas. Mais en résumé, arrêtez avec cette légende comme quoi l'argent s'enfuit au Luxembourg et que c'est à cause de ça que les Français sont dans le rouge. La fiscalité est un tout petit peu moins dure au Luxembourg qu'en France, mais surtout, les lois ne changent pas tous les 6 mois, les routes sont entretenues, il n'y a pas de grève tous les 15 jours, les aéroports et les trains fonctionnent, tout le monde parle 4 langues, etc. Bref, si les Français sont dans le rouge, c'est à cause des rouges qu'ils mettent au pouvoir depuis 60 ans. C'est la fin pour moi. Bien dit. Mais l'essence, c'est beaucoup moins cher.
Ouais, c'est vrai. L'essence est beaucoup moins chère. Enfin, c'est beaucoup moins vrai ces dernières années, mais avec la fluctuation du baril. Ce qui est vraiment, vraiment moins cher, c'est les clopes. Enfin, c'est pas ça qui fait couler la France. Putain, on a arrêté de fumer comme des cons alors qu'on aurait pu les payer moins cher au Luxembourg, quoi. Franchement. J'ai envie de dire à Pax, bienvenue au club des pays qui parlent 4 langues et qui ont perdu le secret bancaire. Mais ouais. Check, mon ami. Tchèque, slovaque. Ah oui, alors, pour appuyer ce que tu dis là, en Norvège, en 2022, le gouvernement actuel a fait passer la taxe sur la fortune de 0,85% à 1,1%. Plus de sous? Non. Ça fait une fuite record des ultra-riches. Il y a 30 milliardaires qui ont quitté le pays. Il y a dû avoir des réunions d'urgence sur une commune puisque le gars, seul, payait des taxes. Il payait autant de taxes, voire plus, que tous les autres habitants réunis. Donc si t'es pas con, t'as envie de le garder, ce mec. T'as même envie qu'il y en ait deux, puisque à eux seuls, ils te font un revenu de malade. Non. Voilà, donc il y a eu une perte nette de je sais plus combien de millions de dollars annuels. N'importe quoi. Ils ont... je sais pas. Moi, je me demande des fois si ils le font pas volontairement. Ils chassent les riches, comme ça, il y a moins de libéralisme. Enfin, j'en sais rien. En même temps, c'est justement l'extrême droite libérale qui est en train de monter à fond. Bon, bref, je sais pas. Et en Suède aussi, il y avait un truc. Attends. Ah oui. La taxe sur la fortune en Suède a été abolie en 2007 parce que ils avaient la logique inverse auparavant. Ça avait repoussé des entrepreneurs talentueux et qui donc généraient énormément de richesses. Donc, entre autres, le fondateur d'IKEA. Voilà. Donc, en faisant ça, ils ont préservé des emplois, des investissements et ils ont gagné plus de sous. Non, il y a encore des, pour en discuter juste 2 minutes, si ça vous intéresse, il y a encore des montages financiers qui sont possibles, effectivement, en passant par la place financière du Luxembourg, mais qui sont pas spécifiques au Luxembourg. En fait, le Luxembourg est soumis au contrôle de l'UE, comme absolument tous les autres pays. Et c'est pas au Luxembourg qu'on pratique le double sandwich irlandais avec du jambon hollandais à l'intérieur. Il me semble qu'au Luxembourg, ce qui est intéressant, comme en Hollande, ce sont les taxes sur les successions qui sont nulles. Il y a assez peu de taxes sur les successions et il y a très très peu de taxes aussi sur l'immobilier. Mais ce qui est en fait normal, c'est-à-dire que tu as déjà payé des impôts une fois, 2 fois, 3 fois et des taxes sur ces montants-là. Donc effectivement, une taxe supplémentaire quand tu meurs, c'est le trop. On est d'accord. Ouais, est-ce que c'est le Luxembourg qui est un paradis fiscal ou est-ce que c'est la France qui est en train de se transformer en golem? Non, mais je pense que c'est comme ce que tu viens de dire. En Italie, c'est pareil. Enfin, il y a franchement, des taxes sur la succession, il y en a, mais ça va pas au-delà de 8%, quoi, je crois. Il me semble que ça va pas au-delà de 8%. Et c'est ce qui fait la différence aussi pour la succession. S'il y a beaucoup par exemple, Giovanni et fils, tu vois, il y a beaucoup de choses comme ça, des successions familiales, parce que c'est facile de transmettre une entreprise. Alors qu'il me semble qu'en France, tout héritage confondu, c'est plutôt ça le problème. Merci à tous pour ces chroniques parfois gênantes, parfois glauques, parfois frissonnantes. Pour se remettre de nos émotions, je propose qu'on finisse par un conseil de visite ou de voyage pour bien continuer à se faire peur. On met le cap au nord, tout au nord du nord, à Vardeux. Vous le lirez sûrement Vardo, mais figurez-vous que le O barré, c'est un E. Donc Vardeux, tout au nord. Alors pas besoin de citrouille là-bas. Le vent des Barents fait l'ambiance. Sur la grève, le mémorial de Steilneset, au nord. 91 personnes brûlées pour sorcellerie au XVIIe siècle. 77 femmes
et 14 hommes. On entre dans un long vaisseau de bois, 125 mètres, 91 petites fenêtres, à chacune une ampoule et un rouleau de soie, raconte une vie. Patiemment réunis par l'historienne Liv Hélène Willumsen, on marche, on lit, et le froid vous apprend la gravité mieux que n'importe quel discours. À côté, dans une boîte de verre, une chaise qui brûle, l'œuvre de Louise Bourgeois. 7 miroirs encerclent la flamme comme des juges. Conseil de visite, on laisse les chapeaux pointus à l'hôtel et on regarde cette braise immobile vous regarder en retour. On ressort avec le nom des victimes en tête. Pas un frisson de parc d'attractions, un rappel de justice tardive et l'idée qu'ici, la mémoire tient tête à la nuit. Tito, où est-ce que tu nous envoies en Italie? Tu sais, le pragmatisme italien, c'est d'arriver en retard et de toujours se débrouiller pour faire le moindre effort. Donc, mon sujet principal sur le Principe di San Severo, je vais tout naturellement vous diriger à Naples pour visiter la Cappella San Severo. Je vais dire, attendez, là, il est malin. Je vais prêcher pour ma paroisse, mes chers amis, mais c'est vrai que Naples, j'affectionne tout particulièrement cette ville. C'est cette ville qui m'a fait connaître la femme de ma vie et qui m'a fait devenir un véritable homme, père de famille et tout. Donc j'aime beaucoup cette ville, même si je la détestais, je l'aimerais. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes à y voir. Déjà, la nourriture. Je veux dire, on est français, on aime la nourriture, et à Naples, autant vous dire que vous serez servi. En plus d'y voir peut-être votre serviteur, car j'habite à 3 heures de Naples et toute ma belle famille y est, et nous y allons très régulièrement. Donc en plus de s'y voir, on pourra y manger la pizza, la véritable pizza, et en plus la Cappella San Severo et d'autres monuments intéressants remplis d'histoire, d'ailleurs que je ne connaîtrais peut-être pas moi non plus, parce qu'on fait rarement du tourisme quand on va là-bas, parce qu'on fait garder les enfants, on n'a pas trop le temps de faire ça, ils sont petits. Mais oui, Cappella San Severo et plus naturellement, plus globalement évidemment, la ville de Naples, qui d'ailleurs petit point noir, même si on est un peu des enfants capricieux, mais c'est une ville qui a depuis quelques mois, quelques années, un très grand succès à l'Italie et à l'international, notamment par les réseaux sociaux qui font de la street food et qui font les tours de Naples avec les sandwichs, les pizzas et tout ça, très gras, plein de fromage, ça file de partout, ça mange. Et il y a beaucoup de tourisme à ce niveau-là. Donc c'est vrai que quand on se balade avec ma famille maintenant, avec les enfants et la poussette, c'est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais ça fait partie de cette fourmilière napolitaine que je ne peux qu'à chaque fois vous conseiller chaleureusement de passer y faire un tour. Merci Tito. Où peut-on aller, Franck, en Pologne? Alors voilà, vu que c'est Halloween, j'ai cherché le lieu, ou en tout cas un des lieux les plus glauques de Pologne, pour les gens qui cherchent des expériences un peu surnaturelles et qui veulent faire de l'urbex nocturne. Il s'agit d'un ancien asile psychiatrique, donc c'est assez voilà, on est vraiment dans le glauque pur. Un ancien asile psychiatrique dans une petite bourgade près de Poznań, donc à l'ouest de la Pologne, un village plutôt qui s'appelle Owinczka. Donc c'est un ensemble de bâtiments qui est aujourd'hui au milieu d'une forêt. Donc tout est abandonné mais en bon état et ça appartient à un propriétaire privé qui laisse les lieux ouverts, donc les gens peuvent s'y promener, notamment la nuit. C'est un asile en fait qui avait été construit par les Allemands. C'est une partie de la Pologne qui a été allemande longtemps. Donc là, c'était vers 1900 à peu près, et qu'il y avait plus de 1000 personnes qui étaient enfermées là, donc des aliénés, des gens dangereux, qui étaient donc séquestrés, on peut dire ici. Et en 41, les nazis ont décidé, alors une opération dont j'ai découvert l'existence, qui s'appelle l'opération T4. Il s'agissait d'exécuter tous les fous en fait du Reich, donc tous les aliénés, les malades mentaux, etc. Et donc des unités SS vinrent à cet endroit-là, et dans la forêt toute proche, donc vraiment à proximité immédiate de ces bâtiments, 1100 personnes furent exécutées. Il y a plus rien, il n'y a pas de plaque commémorative, rien du tout, aucun monument. Ils ont été exécutés, les lieux ont ensuite été transformés en école SS et des tortures avaient lieu régulièrement pour entraîner les jeunes recrues. Donc voilà, des choses particulièrement abominables. Et dans les années 50, le nouveau gouvernement communiste reprit les lieux, en fit une maison d'éducation pour des jeunes en difficulté. Puis à partir des années 70, les lieux furent abandonnés et du coup la nature reprit ses droits sur les abords. Donc c'est qu'aujourd'hui c'est vraiment niché au cœur de la forêt.
Et c'est un endroit qui est assez prisé visiblement pour les gens qui cherchent à invoquer les esprits, la nuit bien sûr, qui cherchent à rentrer en communication avec Satan, enfin tout ce genre de rites. Alors c'est pas une blague, hein, je trouve sur des forums, sur internet, voilà, des gens qui vont faire ce genre d'expérience la nuit, alors bien sûr qui disent avoir vu des fantômes. Après on n'a pas de preuves photographiques ou vidéo de ces expériences-là, mais qui disent avoir entendu des bruits, avoir senti une présence, etc. Donc c'est un lieu qui est vraiment visiblement assez pratiqué aujourd'hui en tant que urbex. Il y a aussi des gens qui y vont pour faire du paintball, enfin toutes sortes d'activités. Mais bon, c'est pour la partie effectivement plus urbex nocturne que je vous en parlais. Donc si vous aimez ce genre d'expérience, un lieu à visiter près de Poznań, il y a un aéroport à Poznań, il y a des vols depuis la France, donc c'est assez facile de s'y rendre. En plus c'est une très belle ville. Owińska, donc dans la forêt polonaise, pour aller essayer de rentrer en contact avec tous ces morts, tous ces aliénés exécutés à cet endroit-là. Il y a toujours quand on cherche un truc glauque en Pologne, il y a quand même c'est quand même souvent en rapport avec l'Allemagne ou avec les Allemands. Il y a quelque chose. Ils ont laissé des traces. Bogdan, où nous emmènes-tu? Pour rester dans le thème, je vous propose d'aller visiter un cimetière situé dans un des plus beaux départements de Roumanie, dans le nord de la Roumanie, le Maramureș. Et c'est le cimetière de Săpânța, qui se trouve à peine à 2 km de la frontière avec l'Ukraine. C'est un des lieux les plus connus et les plus visités du pays, et donc il s'agit du Cimetiérul Vesel, littéralement le cimetière joyeux. Sa particularité, c'est que toutes les tombes sont ornées de stèles en bois peintes de couleurs chatoyantes sur une base d'un bleu profond, qui représentent par le biais de sculptures peintes, le défunt dans une scène de sa vie quotidienne ou plus rarement de sa mort quand elle est particulière. Et l'image est accompagnée d'une épitaphe sous forme d'un poème, parfois nostalgique à son propos, mais plus souvent humoristique, voire sarcastique. À propos de ses qualités, et plus souvent de ses défauts, de moments cocasses de sa vie ou de sa mort. Je me souviens, j'y suis allé, j'ai adoré, les enfants étaient pliés de rire. C'est assez inconvenant dans un cimetière, vous en conviendrez. Et je me souviens par exemple d'un malheureux parti chercher fortune à Paris, mais tombé ivre-mort sous un métro. Également d'un vieux garçon amoureux de son tracteur et noyant son chagrin dans le vin. On avait également la tombe d'un employé de banque un peu vicelard sur les bords qui accordait des crédits au mari de ses proies féminines. Bref, c'est la chronique de la vie rurale en Roumanie et c'est, à mon avis, le seul cimetière où il soit permis d'exploser de rire. Énorme. Déjà, c'est beau. C'est magnifique, vraiment. Et encore une fois, ça donne envie de venir en Roumanie. Vous êtes les bienvenus, vous êtes tous les bienvenus. Genre, si j'ai bien compris, quand il y a une mort un peu débile, ça peut être écrit dessus, quoi. Exactement. Débile ou malheureuse. Malheureuse. Un jeune enfant qui se fait renverser par une voiture, le tableau, ça sera la voiture avec la plaque d'immatriculation, ce qui met la honte de manière indéfinie sur la famille du conducteur. C'est assez trash. Bref, c'est roumain. C'est drôle et trash. Alors j'ai une citation ici. Si j'illuminais le pieu, qu'il était bien nommé, mon Dieu, lui qui s'en parle sur un pieu. Alors, les vrais auront la ref. C'est pas Naolbuck, c'est un truc mieux que Naolbuck. Voilà, les vrais auront la ref. Merci Bogdan. Pour le Luxembourg cet automne et aussi en début d'hiver, je vous conseille de venir visiter la bourgade de Junglingster, qui est surtout connue pour son magnifique château médiéval, ainsi que pour son restaurant étoilé, mais aussi pour sa légende du nain amoureux, que je m'en vais vous raconter. Un jour, il y a très longtemps, un nain à la face sombre s'était épris d'une fille du village et avait noué avec elle une relation amoureuse. Mais cette situation ne pouvait rester longtemps ignorée du curé qui, une fois au courant, fit de sévères remontrances à la jeune fille sur sa conduite égarée. Celle-ci promit de rompre immédiatement tout contact avec le nain. Mais, même après lui avoir annoncé sa décision, le nain refusa de s'éloigner d'elle et parvenait toujours à la retrouver où qu'elle soit. La jeune fille se confia de nouveau au curé et le supplia de l'aider. Celui-ci se souvint d'une vieille recette.
Attention, notez bien la recette pour éloigner les nains qui vous harcèlent. Prenez une poignée de sel que vous dissolvez dans de l'eau. On y trempe ensuite un morceau de pain qu'on saupoudre abondamment de soufre et qu'on fait ensuite sécher sur le four ou sur le poêle. Il ordonna ensuite à la jeune fille de manger un morceau de ce pain, puis de lancer le reste sur le nain lorsqu'il apparaîtrait. Elle fit ce qu'on lui avait conseillé, le nain s'enfuit aussitôt avec horreur, ne revint jamais harceler la jeune fille, mais on dit qu'il rôde encore quelque part dans les bois. Et tu sais, t'as pas besoin de mettre du soufre sur du pain, faire sécher sur le four. Tu fais du lutefisk, hein? Ça présente mieux, tu mets un petit morceau de persil dessus, et puis voilà, hein? Et puis tu le fais canner, le nain. Et puis beaucoup d'ail aussi, beaucoup d'ail. Et beaucoup d'ail. Il faut un pneu qu'on a récupéré dans un poêle polonais, je sais pas, un truc, et puis voilà. Et puis c'est bon. Il suffit de faire cramer suffisamment de pneus, oui, c'est vrai. Lucius, où nous emmènes-tu? Alors, si vous remontez le Rhône plus haut que le lac Léman, jusque tout en haut, au-delà du bois de Finges, vous arrivez dans le Haut-Valais, région germanophone du canton du Valais, une région énigmatique, une des rares régions de Suisse avec des parties rurales vraiment abandonnées. Région où gît d'ailleurs le village de Blatten sous les éboulis. Dans les ruelles des villages du Haut-Valais, on peut aussi parfois entendre des voix qui parlent le Oberwalliser Ditsch, le suisse allemand local. Et ça, c'est une expérience auditive qui fait froid dans le dos. Mais donc, dans cette région, vous pouvez visiter 2 ossuaires. Alors, premier, l'ossuaire du village de Natters. On y trouve un Jésus en sang devant un mur de crâne et une citation qui dit « Ce que vous êtes, nous l'étions. Ce que nous sommes, vous le serez. » Un deuxième ossuaire semblable existe à Loeschville avec 24 000 crânes. Quant à celui de Natters, il en dénombre environ 31 000. Un grand nombre de ces crânes étant des paysans soldats morts au combat face aux révolutionnaires français qui occupaient le territoire, notamment lors de la bataille de Finges en 1799, à une époque où une énorme partie de la population masculine du Haut-Valais perdit la vie face aux, ouvrez des énormes guillemets, libérateurs, fermez les énormes guillemets. En conclusion, en avant Chouan, Montjoie Saint-Denis, à Balagueuse, Guillaume V, roi de France, voilà. À la mémoire des Hauts-Valaisans. Waouh, ça fait, bah ouais, ça donne pas très envie non plus. Et c'est marrant. Alors vous, c'est un peu comme la Pologne. Dès qu'on vous demande de parler de trucs pas cool, il y a souvent les Français qui sont impliqués. C'est étonnant. Les libérateurs, t'as pas compris, hein? Ah pardon, les libérateurs français, excuse-moi. Et pour en revenir à ces ossuaires, c'est assez impressionnant parce que donc jusqu'aux années autour de 1800 comme ça, on dirait que les gens mettaient les crânes de leurs défunts dans ces ossuaires au lieu de les enterrer. Et ça reste pourtant dans des édifices religieux, sous des églises, ou proches des églises. Je ne sais pas exactement où ils sont dans les villages par rapport aux églises, mais pour une région de pieux catholiques comme ça, d'ailleurs qui s'est révoltée face aux révolutionnaires français, je trouve ça étonnant. Ouais, c'est assez rare, il n'y a pas des ossuaires partout comme ça. Donc comment l'Église gère ça par rapport au fait que c'est quand même des crânes mis en valeur? Est-ce que c'était pas pour faire de la place dans les cimetières? Alors c'est possible aussi, ouais. À la place c'est vrai qu'il y a peu de place dans les Alpes, donc on peut pas mettre des croix alignées partout. Donc peut-être qu'ils ont fait comme ça aussi. C'est un peu comme les catacombes à Paris qui sont également. On peut dire que c'est des catacombes. Ouais. Extrêmement impressionnant à visiter. Je vous le conseille. Eh bien voilà, chers amis, on vous a fait découvrir la face sombre de l'Europe. On espère que ça vous a plu, que ça vous a fait frissonner. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. C'est bientôt le terminus pour nous. Un dernier mot, les chroniqueurs, avant de se quitter? Moi, j'ai oublié une question que j'avais pour notre Polonais. Vas-y. Comment ils sont foutus, les poils polonais? Comment tu peux mettre des déchets et du pneu et que le poil puisse encore tenir? Bah, Moi, mon père, il a un poil chez lui, et en fait, si tu mets pas le bon bois, déjà, ça peut foutre en l'air le poil, tu vois.
Non, mais après, quand le feu, tu vois, tourne à plein régime, j'imagine qu'ils alimentent au début avec du charbon. Alors moi, j'habite en immeuble, donc j'ai pas ce problème-là. Mais derrière, après, ils balancent toutes sortes de déchets à l'intérieur. Alors j'imagine que les pneus, c'est déjà plus ou moins coupé ou pour que ça rentre, tu vois. Mais c'est ce qui fait que tu as des fumées noires qui sortent par les conduites de cheminée que t'aurais pas avec du bois, tu vois. Le bois, ça te fait une fumée assez claire, alors que là, c'est vraiment des fumées, des fois hyper épaisses, noires, très concentrées. C'est le terminus pour nous. Alors, merci à tous d'être restés à bord de l'Occident Express Train Fantôme jusqu'au bout. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter et à nous soutenir, à nous suggérer des thèmes, des chroniques. N'hésitez pas à visiter le site des Braves, lesbraves.org. Au revoir et à une prochaine fois. L'arvedere. Arrivederci. Do widzenia.